Alors, et on commence tout de suite, mesdames, messieurs, par les impacts en fait de cette guerre sur l'économie mondiale. Alors, monsieur Victor, bien sûr, des impacts négatifs depuis pas mal de temps. On en parle tous les jours maintenant. Les prix de pétrole, les approvisionnements, tous les prix qui ont augmenté suite, bien sûr, à cette crise, la perturbation d'Ormuz. Plein de problèmes qui menacent en gros l'économie mondiale. Alors, plusieurs signes de ces impacts, et on commence par la croissance mondiale. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international a parlé d'une croissance mondiale qui va bien sûr être affectée partout dans le monde. Comment vous voyez la situation tout entière actuellement? Permettez-moi, madame, de vous donner une idée de la situation globale actuelle. Le marché de pétrole mondial est en manque de 10 millions de barils par jour. Donc, il y a un manque de 10 millions de barils par jour. La Russie en profite pour vendre son pétrole avec 10 dollars en plus pour chaque baril, en plus du prix du pétrole de Brent. Ça, d'un côté. Le pétrole, dans certains endroits, a atteint 155 dollars le baril, à condition d'être livré immédiatement et instantané. 155 dollars. Quant à la Chine, qui est le premier pays qui utilise l'énergie de pétrole, ils ont un stock de 1 milliard de barils. Ils ont un stock. Mais ils en veulent plus. Et ils veulent stocker plus et plus. Alors, l'Iran qui produisait et qui exportait 1 600 000 barils par jour, maintenant sous l'embargo américain, ne peut plus faire ça. Qu'est-ce qu'elle va faire de son pétrole? Elle va le stocker dans des citernes qui sont déjà remplies à 60%. Donc, dans 10 jours, ces citernes seront au complet. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? L'Iran, elle va entreprendre ce qu'ils ont dit, des routes terrestres pour essayer d'évacuer son pétrole. Mais ils sont très malins. Les Iraniens ont stocké 85 millions de barils dans une flotte maritime, navale, qu'on appelle une flotte de l'ombre. C'est quoi ça? C'est quoi une flotte de l'ombre? C'est un groupe de navires très anciens, vieilles navires, et qui sont pleins de pétrole iranien, et qui se trouvent dans l'océan, loin de l'Iran, qui sont plutôt proches de la Chine. Donc, en cas de demande de la Chine, le pétrole qui est réservé dans la flotte navale peut tout de suite être livré à la Chine. Oui, alors, quand vous venez de parler, il y a des problèmes partout. Tous les pays ont peur de ce qui arrive dans les prochains jours en ce qui concerne l'énergie et le pétrole. Mais ce qui est vraiment maintenant est très clair, c'est qu'il y aurait une croissance mondiale qui va être ralentie partout dans le monde. La croissance mondiale va ralentir, selon les chiffres du FMI, à 3,1% en 2026. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, comment les pays pourraient faire face à cela? Tout d'abord, une guerre est une... il n'y a pas de gagnant et perdant. Tout le monde est perdant dans une guerre. Alors, vous avez les dépenses de défense accrues, d'un côté. L'activité économique chute brutalement. Les séquelles économiques persistent même une décennie plus tard, pour essayer de se redresser. Une décennie plus tard. Les budgets publics se détériore. Pourquoi? Parce que l'argent, au lieu de l'envoyer dans l'enseignement ou dans la santé, l'argent est récupéré et envoyé pour financer les défenses. Vous parlez des pays surtout qui sont en guerre. Les pays qui sont en guerre et les voisins. D'accord. Et les voisins qui ont peur et qui subissent quand même les effets de...
Alors, cette incertitude provoque le départ des capitaux. Les capitaux ne restent pas dans un endroit où il y a des perturbations. En même temps, cette incertitude empêche la rentrée des investissements. Alors, de tous les côtés, c'est négatif. Alors, avec tout ce qui se passe, il y a bien sûr une flambée des prix partout dans le monde. Voilà. Ce qui mène aussi à un taux important de récession dans un Voilà. grand nombre, sinon tous les pays du monde. Alors comment aussi vous voyez cela et comment faire face, Voilà. si on pourra le faire, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais compléter que le taux de change baisse et la monnaie est dévaluée, forcément. Alors, maintenant, la crise consiste à un manque d'énergie, de carburant. On a besoin de l'énergie pour produire, pour que les usines fonctionnent, et les prix ont tendance à augmenter. Les prix ont tendance à augmenter. Alors, si on prend un exemple, le détroit d'Ormuz, qui est fermé, et qui est doublement fermé maintenant par les États-Unis, l'Europe souffre du froid, parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir le gaz. Et le gaz en Europe a augmenté de 50%. Aux États-Unis, les gens commencent à gueuler, ils ne sont pas contents, parce que le gallon d'essence à la pompe coûtait 3 $. Actuellement, le gallon d'essence à la pompe a dépassé les 5 $. Et ça, c'est très mauvais pour un citoyen américain. Le citoyen américain tient très fort à son confort, à son argent, et n'aime pas cette guerre qui lui cause de l'inflation, qui risque de causer une récession économique internationale. Ce qui est sûr, c'est que le monde entier est rentré dans un tunnel, l'économie internationale est rentrée dans un tunnel d'inflation. Oui. Inflation dont on verra les conséquences sur le pourcentage de croissance du PIB, on verra le résultat sur les prix des denrées, on verra le résultat sur le chômage qui va augmenter, mais ça, aussi bien en Égypte que partout dans le monde. C'est vrai. Hein, pas seulement. Le problème d'une guerre, supposez que la guerre s'arrête aujourd'hui. Ouais, exactement, ça allait être ma prochaine question. Si jamais la guerre s'arrête aujourd'hui, l'impact négatif durera pour combien de temps? 2 ans, au moins. 2 ans si ça s'arrête aujourd'hui. Oui, si ça s'arrête aujourd'hui, 2 ans pour que les pays du Golfe... Très longtemps quand même. Pour que les pays du Golfe commencent à réparer, à refaire des raffineries qui ont été bombardées. Endommagées, ouais. Voilà. À refaire ces contacts. Parce qu'il y a un point très important. Du fait que le carburant, que l'énergie du Golfe n'arrive plus à la Chine, n'arrive plus en Europe, n'arrive plus aux Indes qui ont besoin beaucoup du gaz liquéfié. Et on sait très bien que le Qatar, le premier producteur de ce gaz, a mis les clés sur l'usine, déclarant force majeure. Donc, ces pays vont essayer de trouver d'autres fournisseurs. Et après la guerre, les pays du Golfe seront perdants, puisque les pays auront eu le temps de chercher d'autres fournisseurs. Mais le problème est le suivant. Le pétrole qui vient du Golfe est un pétrole lourd et acide. Donc les raffineries qui se trouvent en Asie, du sud-ouest, au sud-est de l'Asie, sont conçues et prévues pour traiter ce genre de pétrole. D'accord. Maintenant, si on se retourne et on va chercher
le pétrole américain, par exemple. Le pétrole américain est un pétrole de schiste. Ce pétrole ne peut pas être... On a besoin d'autres raffineries alors. Ou de modifier ces raffineries. Et ça prend des milliards de dollars et beaucoup de temps pour pouvoir changer le système de ces raffineries. Donc, le monde est rentré dans un autre problème. Il y a la production des puces qui est presque arrêtée. Et la production des puces est une industrie qui rentre partout, dans l'industrie de la voiture jusqu'à l'industrie du iPhone. Alors si on n'arrive pas à trouver les puces sur le marché, regardez combien ces industries seront affectées. Oui. Alors certainement, ce qui paye le plus, c'est toujours les prix alimentaires aussi. On a une hausse importante des prix alimentaires et ce qui vont payer ou ce qui vont souffrir le plus, ce sont les populations partout dans le monde. Alors on parle vraiment des prix alimentaires qui vont grimper en 2027 selon également les experts. Alors comment faire pour essayer d'atténuer les conséquences ou les répercussions de cette guerre en attendant vraiment que ça commence à vraiment changer? Vous parlez de 2 ans, alors durant ces 2 ans, certainement il y a quelque chose à faire. Est-ce que c'est le rôle des pays? Est-ce que les institutions internationales économiques aussi ont un rôle important à jouer avec les pays qui en souffrent? Je veux parler concernant l'Égypte. Je crois que notre gouvernement a déjà pris en compte certaines mesures depuis quelques années pour rendre l'économie égyptienne plus solide par des démarches telles que un prix souple du dollar, un prix souple de l'échange, limiter les importations au maximum et surtout s'il y a le même denrée qui se trouve à l'intérieur du pays. Elle a encouragé l'industrie, les exportations, des projets, des méga-projets qui ont été entrepris, c'est vrai, dans le pays. Et j'ai visité j'ai oublié le nom. L'Égypte maintenant fait des plantations de blé énormes, et même un genre de blé qui peut être arrosé par de l'eau salée et non pas de l'eau potable. Alors ça réduit fort l'importation du blé, parce qu'il est connu que l'Égypte c'est le premier importateur de blé au monde entier. De l'autre côté, on a la guerre de la Russie et l'Ukraine. La Russie, c'est le premier fournisseur de blé au monde entier. Je crois que l'Égypte s'est dirigée vers le Canada, vers la France, pour combler la différence de blé dont on a besoin, d'un côté. L'Ukraine, c'est le premier producteur de maïs au monde. Je crois aussi que l'Égypte a planté pas mal de maïs. D'ailleurs, on en voit dans les rues du maïs qui se vend partout, qui est grillé. Et l'Égypte a pris pas mal de dispositions pour essayer de limiter, pas d'éviter, de limiter les effets néfastes de cette guerre. Maintenant, prenons les Indes qui ont besoin de gaz liquéfié pour produire ses propres engrais. Mais les Indes n'arrivent pas à produire ses propres engrais. Et ça, on le ressentira l'année prochaine dans la qualité et la quantité des cultures qui seront cultivées aux Indes. Ce qui fait que le monde aura moins de quantité de denrées alimentaires puisque les cultures n'ont pas été soignées et encouragées par les engrais. Pareil, la Chine a besoin de gaz
de pétrole. Et ça va perturber les chaînes d'approvisionnement pour la Chine. Mais ça arrange les États-Unis. Parce que le premier ennemi aux États-Unis, le premier ennemi économique aux États-Unis est la Chine. Et des experts disent qu'en 2032, le PIB chinois sera supérieur à celui des États-Unis. Et ça c'est une horreur, ça les rend fous d'entendre et de voir ça. Alors ils feront tout pour stopper, pour mettre les bâtons dans les roues, pour embêter l'évolution de l'économie chinoise. Ouais. Alors, vous parlez tout à l'heure en fait des mesures entreprises par l'Égypte. C'est vrai que depuis pas mal de temps, on travaille dans le secteur de l'économie pour renforcer l'économie égyptienne grâce à divers projets dans divers domaines, comme vous venez de parler, de l'industrie, Toshka, voilà, excusez-moi, c'est à Toshka. Oui. Maintenant, Toshka, il y a des milliers et des milliers de fédans qui sont cultivés en blé. Alors, comme je viens de dire, le secteur de l'industrie, le secteur agricole et également l'énergie. Il faut dire que l'Égypte, depuis pas mal de temps, travaille dans ce secteur avec un renforcement et un soutien à l'énergie renouvelable. Plein de projets aussi concernant l'énergie verte en Égypte depuis pas mal de temps. Et peut-être ce qui se passe dans le monde va vraiment accélérer une transformation vers l'énergie verte dans le monde entier, pas seulement en Égypte. Une très bonne, vous êtes intelligente, madame. Merci. Pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, les pays qui possèdent l'énergie fossile, après cette guerre, on ne sait pas quand elle se terminera, les pays qui ne pouvaient plus recevoir cette énergie vont se diriger vers l'énergie verte. Et ça, c'est une tendance internationale. Et l'Égypte est l'un des pays qui, assez tôt, compris cette situation. Même en 2030, l'Égypte essaye d'avoir 40% de son énergie en énergie verte, avec une économie verte. Donc, on a le très grand projet de Bemban, qui produit de l'énergie solaire. On a les éoliennes qui se trouvent à Sokhna, qui se trouvent à Zafaran, ça, d'un côté. Mais, en même temps, l'Égypte, en accord avec plusieurs pays, en accord avec des investisseurs, a construit, encore une fois à El Ain Sokhna, une très grande usine, pas une, plusieurs usines pour produire l'hydrogène vert. Et l'hydrogène vert, c'est l'avenir. L'hydrogène vert remplacera l'essence dans les voitures. L'hydrogène vert remplacera l'essence dans les centrales électriques. Donc l'hydrogène vert est très important et l'Égypte a les moyens et connaît la technique, puisque l'hydrogène vert, on l'obtient par le passage d'un courant électrique. C'est une opération qu'on appelle électrolyse, qui fait en sorte que l'hydrogène est séparé de l'oxygène. Et là, on obtient l'hydrogène, à condition que ce courant électrique provienne d'une source d'énergie renouvelable. Et ça, on possède ça. On a Bemban, on a les... Donc, l'Égypte avance avec grands pas dans ce domaine. Et ça, je dirais que tout n'est pas négatif, madame. Pourquoi tout n'est pas négatif? Parce que le monde se réveille, le monde se réveille sur un choc terrible. Et tout le monde est en train de réfléchir. Comment s'en sortir? Des alternatives. Voilà, l'alternative. Et la solution, c'est l'énergie verte, comme vous venez de le dire. Voilà. Alors, quand on parle ici aussi de l'Égypte, il faut dire que avec le déclenchement de la crise,
le gouvernement a pris aussi quelques procédures très importantes pour essayer de contrôler l'impact de ce qui se passe ici en Égypte. On n'a pas en fait beaucoup, on a juste 2 minutes pour parler de cela, mais il faut dire que le gouvernement ici en Égypte était parmi les premiers partout dans le monde à savoir qu'il y aura un grand problème et à travailler très rapidement et très tôt en fait pour atténuer les impacts aussi. Comme je viens de vous le dire, avec des investisseurs des pays du Golfe, les Émirats arabes unis, par exemple, la Turquie, par exemple, la Chine, par exemple, ils ont construit des usines de commun accord pour produire l'hydrogène vert. Et ça, on en sentira les répercussions et les effets et les intérêts très bientôt, dans quelques mois. Je vous remercie infiniment, Monsieur Nagui Victor. Je rappelle, vous êtes expert en économie. Malheureusement, on n'a plus le temps. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, mesdames, messieurs. Nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Direct. Merci pour votre attention. Rendez-vous demain à une nouvelle édition. Bonne soirée.